Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Coudur, un petit village près d'Agetmont dans les Landes. Je suis partie à la rencontre de Manon Dupuy, productrice de noisettes et de pâtes à tartiner, qu'elle aime à appeler purée de noisettes au chocolat. À vrai dire, je connaissais les pâtes à tartiner de Manon avant de la connaître elle-même. Ma sœur m'en avait offert à Noël et m'en achète désormais à chaque fois qu'elle peut. Éternelle gourmande, à force de me régaler et de prendre quelques kilos au passage, je me suis dit qu'il fallait que je parte à la rencontre de Manon pour découvrir qui se cachait derrière ce délice. Et j'ai pas été déçue du voyage. J'ai découvert une fille souriante et pleine d'entrain. On a passé un super moment. Après des études en marketing, Manon a finalement décidé de rejoindre son père sur l'exploitation il y a bientôt 4 ans. Ils ont alors pris la décision de remplacer des cultures comme le maïs par des noisetiers. C'est plutôt malin car le Sud-Ouest est une des principales régions de production de la noisette. Il existe donc sur le territoire une vraie dynamique de filière. Manon et son papa revendent les noisettes à une coopérative. Mais notre jeune agricultrice ne voulait pas s'arrêter là. Elle a décidé de transformer chez elle les noisettes pour vendre ses produits sous la marque Noon, son surnom depuis toute petite. Elle nous régale donc avec ses purées de noisettes au chocolat ou au miel, mais aussi avec des mueslis à croquer. Je vous laisse en compagnie de Manon pour qu'elle vous raconte tout ça. Bonne écoute! Bonjour Manon. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour Avec commencer, plaisir. est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement? Oui, je m'appelle Manon Dupuy. Donc je me suis installée sur l'exploitation avec mon père à Coudur. Et là, je t'accueille dans notre bodega, on l'appelle. C'est une grange qu'on a retapée et où on fait quelques animations, dont des portes ouvertes, début septembre. Et où je reçois parfois les gens pour Noël lors du retrait des commandes. Oui, c'est très joli. Et alors, ton exploitation, qu'est-ce que tu produis dessus? Depuis que je me suis installée avec mon père, des noisetiers. On a 16 hectares et demi de noisetiers et on a continué les cultures de céréales. Très bien. Et quoi comme céréales? Maïs doux, cette année. Et tu transformes les noisettes? Et je transforme les noisettes dans le labo que j'ai installé à la ferme depuis peu. Quand j'ai commencé, je louais un labo à Mont-de-Marsan. À l'IUT de Mont-de-Marsan. Okay. Ils ont une installation qui est super, qui permet aux agriculteurs, par exemple, qui débutent de ne pas investir chez eux et de pouvoir avoir du matériel hyper performant. Il y a une dame à l'époque qui s'occupait de ça, qui s'appelait Marine, qui était super, qui nous a conseillé, aidé à peaufiner les recettes, à avoir des systèmes de production de plus en plus efficaces pour pouvoir produire rapidement. C'était une super expérience et ça m'a permis de pouvoir faire mon labo à la maison un peu à façon de là-bas. Voilà, les trucs qui étaient positifs, je les ai gardés, je les ai réaménagés ici. Les trucs qui étaient un petit peu à changer, je les ai changés. Et comme ça, maintenant, mon labo, il est parfait pour ma production. Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de t'installer ? Comme on en parlait tout à l'heure dans mes études, ma licence que j'ai fait, valorisation des produits terroirs déjà, au Givray des Prés, ça avait été une super expérience. J'avais trouvé ça hyper bien d'être multifonction. Le matin, on était à la traite. Le Givray des Prés, ils font des glaces Exactement. À la base de lait de vache. De lait de vache. Donc le matin, on était à la traite et l'instant d'après, on fabriquait des glaces dans le labo. Et pareil, dans l'après-midi, on était en train de faire du foin dans un champ. Donc c'était hyper chouette. J'ai fait de la commercialisation là-bas, je faisais des livraisons, la production. Ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que déjà l'idée, elle a émergé là-bas parce que j'aurais bien aimé continuer d'y bosser. Finalement, j'ai continué mes études, master, du coup j'ai fait un master en marketing et moi je pense que l'idée elle a émergé petit à petit aussi parce que mon père il prenait un peu de l'âge, il commençait à parler de sa retraite, de qu'est-ce qu'allait devenir l'exploitation plus tard. Et moi j'étais quand même, j'ai pas trop envie qu'ils vendent. Oui, parce que tu as la maison familiale qui est là Oui. aussi, il n'y a pas que les terres et l'exploitation en elle-même. Oui, comme dans la plupart des fermes j'imagine, mais... Oui, il y a la maison familiale où il y avait mes grands-parents, nous qui vivions là. Et
Et puis voilà, les terres tout autour, c'est vrai qu'on est quand même dans un endroit un peu protégé, on n'a pas de voisins très près, on a un lac à côté, des bois, des prés, des chevreuils autour, que j'ai failli des m'encastrer. chevreuils, des chevaux. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un endroit, on y a grandi, on a des souvenirs. Je pense que voilà, on n'avait pas envie non plus de le voir partir d'un côté. Et la reprise d'exploitation, ça a été un moyen aussi de conserver ce patrimoine. Et donc, on a réfléchi avec mon père. Moi, de mon côté aussi, je savais que je ne voulais pas continuer les céréales, le maïs, tout ça. Voilà, j'en ai assez vu. C'est pas en plus une production qui m'attire ou qui m'intéresse techniquement, tout ça. Donc, voilà. Grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on allait faire pour ma reprise, que je fasse quelque chose qui me plaise. Et puis surtout, il fallait que ce soit aussi quelque chose que je puisse transformer sur la fin. Ouais, c'était important pour toi d'avoir cet aspect de transformation. Oui, j'aimais bien. Voilà. Je voulais garder ce principe de transformer quelque chose que je produis. Donc, on s'est vite dirigé vers les fruits les fruits à coque, mais j'étais intéressée par les arbres, j'étais intéressée par les cultures pérennes quand même. Donc, on s'est posé des questions sur les amandiers. Vite, on est parti sur amandier ou noisetier. Et puis, mine de rien, dans le coin, la culture de noisetier se développait pas mal. On avait la proximité avec la coopérative dans Lot-et-Garonne, Unicoque, qu'on est allé voir. On est allé voir des producteurs. Oui, parce que la grosse partie de la production française se fait dans le sud-ouest. J'ai vu que c'était 60% de la production et je crois 25 ou 26% dans les Midi-Pyrénées. Donc, tu es vraiment... Il y en a un peu en Corse aussi, je crois. Mais oui, on est quand même dans une région qui produit du coup pas mal de noisettes en France. Ouais, et tu pouvais bénéficier de cette dynamique finalement. Oui, cette dynamique, voilà, la proximité mine de rien avec d'autres producteurs aussi, c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on peut avoir de l'aide. Via la coopérative, on a un gros appui technique aussi, c'est-à-dire que quand on se lance, mon père, il connaissait rien en noisetier, moi je connaissais rien en noisetier, et puis on s'est lancé, on se forme, on apprend, on a un appui technique, on part pas à l'aveugle non plus, on sait que les noisettes, elles seront vendues, mine de rien, c'est quand même le premier avantage de la coopérative aussi, c'est qu'on n'a pas notre stock sur les bras tous les ans. Et puis, c'est-à-dire que tu as signé un contrat avec ta coop qui t'a dit je te prends tant de tonnage par an, quoi qu'il arrive. Voilà, il nous rachète tout tous les ans, toute notre production. Et puis ça assure aussi tout le procédé post-récolte qui est séchage des noisettes, calibrage, et puis ensuite si on veut les racheter, on peut les acheter en coque, décortiquer. Ils assurent toute cette partie-là. Oui, qui toi serait un métier encore supplémentaire à apprendre. Métier supplémentaire. Et des installations, des coûts de matériel, de l'investissement. Donc pour moi ça a aussi été source de réflexion de savoir maintenant que je sais que je veux faire des noisetiers, est-ce que je pars avec la coopérative ou est-ce que je pars seule? Et pour le coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée de partir avec la coopérative. Voilà, pour tous ces aspects, le fait qu'on a déjà ça de sous-traité, entre guillemets, parce qu'après, on ne rachète pas forcément nos noisettes, mais moi, pour le coup, j'en récupère. Oui, parce que du coup, pour ta transfo, tu rachètes des noisettes à la coop auquel tu as vendu tes noisettes. Exactement. Mais tu n'as pas à t'occuper de la transfo, tu les récupères, elles sont prêtes à sort de mon esprit. Ça, je sais que c'est eux, ils ont spécialisé. Ce qui n'a pas de prix quand tu te lances. Ils ont une super installation qu'on est allé visiter. C'est très bien. C'est là-bas. Moi, je les récupère. Elles sont nickel. Elles sont propres. Il n'y a pas de maladie dessus. Enfin, elles sont surveillées, je sais pas, contrôlées. Voilà, elles sont contrôlées. Voilà, je les récupère et je les laisse free tranquilles. Je peux les transformer facilement. Et ton père, il a dû être trop content quand tu lui as dit que tu voulais t'installer. Tu te souviens quand tu lui as dit? Oui, je me souviens. Il était très content, oui. Peut-être fier aussi. Après, c'est sûr que quand on choisit la voie agricole, je crois qu'on ne choisit pas le métier le plus facile du monde. Et malheureusement, il le sait, puisque lui-même, quand il s'est lancé, ça a été compliqué. Il a dû arrêter certaines parties comme l'élevage. Oui, il y avait de l'élevage. Voilà, j'ai vu ton grand-père. Exactement. Il avait quoi? Alors, je crois, à l'époque, quand mon père s'est installé, il y avait un petit troupeau laitier.
qu'ils ont arrêté. Ensuite, mon père, il a fait des tourillons, il a eu de la volaille. Et puis, difficultés. Mais j'étais petite, je ne me rappelle plus trop, mais époque où il y a eu, je crois, des maladies. Il a arrêté et puis il s'est lancé dans une activité salariée. Donc, depuis très longtemps, il est double actif. Ok. Voilà. Donc, mon père est double actif depuis longtemps. Donc voilà, il sait que c'est pas un métier où on gagne forcément beaucoup d'argent, que c'est un métier pénible physiquement. Déjà quand on est un garçon, alors quand on est une fille, c'est pas facile non plus. Et il y en a de plus en plus, donc c'est super des filles qui se lancent dans le métier d'agriculteur. Mais certainement content, mais je pense qu'aussi il savait que je me lançais dans une galère. Mais il m'a pas freiné. Il m'a laissé y croire. Il m'a laissé y croire et avoir de l'espoir. Donc voilà, on s'est lancé à deux parce qu'il est toujours pas à la retraite, donc on est associés maintenant. On est tous les deux embarqués dans l'histoire. Très bien. Alors, vous décidez de choisir les noisetiers, vous décidez de vendre à la COP, mais après, comment on transforme un champ de maïs en un champ de noisetiers? Combien de temps tu as dû attendre avant d'avoir les premières noisettes? C'était quand? Tu peux nous raconter tout ça? Assez facilement, en fait, parce que le noisetier, il se plante l'hiver. Donc, les techniciens de la coopérative à l'époque, le premier champ qu'on avait planté, je me rappelle, ils nous avaient conseillé de faire une année un peu à vide, c'est-à-dire de ne pas faire de maïs, par exemple, l'été précédent la plantation des noisetiers. On s'est fourni dans une pépinière. Ça s'est enchaîné très rapidement. La coopérative nous a fait un schéma de plantation parce que sur un champ de noisetiers, il y a une variété principale et il y a des variétés pollinisatrices parce que le noisetier ne se pollinise pas lui-même, en fait. Donc, il doit avoir des variétés pollinisatrices pour réussir à le polliniser et obtenir des noisettes. Tu peux nous expliquer ça? Parce que du coup, j'ai compris qu'il y avait des noisetiers qui avaient des fleurs mâles, grosso modo, des noisetiers qui avaient des fleurs femelles. Ouais, en fait, chaque noisetier a des fleurs femelles et des fleurs mâles sur lui, mais il n'arrive pas à maturation en même temps. Donc, ce qui fait que les fleurs femelles ne peuvent pas polliniser. En fait, le noisetier ne peut pas se polliniser lui-même, tout simplement. Et c'est pour ça que quand les fleurs femelles de la variété principale arrivent à maturation, en fait, c'est les variétés pollinisatrices qui vont venir le polliniser. Qu'est-ce que ça s'appelle les variétés pollinisatrices? C'est des noisetiers, c'est exactement les mêmes. C'est juste d'autres variétés que la variété principale qu'on plante dans le champ. Qu'on plante qui a besoin pour que la fécondation de la fleur se fasse. Ok. Et c'est les insectes pollinisateurs et le vent après qui transportent le pollen. Le vent. Oui. Ok. Très bien. Et donc voilà, c'est très facile. Si on décide de se lancer dans le noisetier, je dis c'est très facile, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est fluide. Je pense qu'entre le moment où on a réfléchi et le moment où on a planté, il s'est écoulé 1 an et demi, quelque chose comme ça. D'accord. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Le temps de vraiment savoir que on voulait se lancer, de faire une petite étude économique, d'avoir les schémas de plantation, de réserver les plants à la pépinière, bien sûr, très important, parce que mine de rien, on a 666 arbres par hectare, donc quand on décide notre premier champ, par exemple, il faisait presque 5 hectares, donc ça fait beaucoup de noisetiers, donc voilà. Réserver ses plants, surtout très important. Note à ceux qui voudraient se lancer. Exactement, réserver ses plants à l'avance. Et puis après, on a contacté une entreprise pour les planter, bien alignés, etc., bonne distance. Nous, on est à 6 mètres d'interrang et 2,5 mètres sur le rang entre chaque arbre. Voilà. Et puis, une fois qu'ils sont plantés, c'est parti. Là, c'est à nous de jouer l'entretien, la taille, l'irrigation. Il faut attendre à peu près 3-4 ans avant de faire sa première récolte. Et on parle de 8 ans pour une pleine récolte. C'est long. C'est très long. C'est vraiment un projet qu'il faut penser sur le long terme. Et pour revenir à la production, du coup, tu nous parlais de taille, d'entretien, d'irrigation. C'est quoi la saisonnalité des noisetiers? Qu'est-ce que tu fais au fil des saisons? Alors, l'hiver, je pense qu'on va partir du moment où on est censé récolter. C'est-à-dire que septembre, on va dire, c'est la récolte. Septembre, c'est la récolte, donc on ramasse les noisettes, on les stocke et puis du coup pour nous, on les envoie à la coopérative qui s'occupe de toute la suite. Ensuite, on peut commencer à tailler les arbres.
plutôt l'hiver. Nous, on s'en occupe essentiellement quand même l'hiver ici. Alors surtout moi maintenant que je transforme, je suis bien occupée jusqu'à décembre. Donc on va dire que je commence à tailler en janvier. Janvier, quand c'est un peu plus calme, voilà, je commence à tailler. Cette année, j'en ai eu jusqu'à mars-avril, à peu près, de la taille. Donc là, quand on taille, c'est-à-dire qu'on coupe les rejets parce que le noisetier, par nature, c'est un buisson. Donc il pousse, il fait plein de petites branches de rejets en bas, il drageonne. Et en fait, nous, pour la culture, on le mène sur un tronc. On le mène en arbre alors que c'est pas sa nature. Donc on doit couper les drageons qui poussent sur le sol. Et on mène l'arbre sur 3 ou 4 charpentières, 3 ou 4 branches principales. Donc voilà, on coupe des petites branches qui auraient pu pousser, qu'on a laissées dans les premières années. On essaie de bien le mener à être un arbre comme il faut, mais entre guillemets comme on l'entend pour la culture. Donc ça, c'est le travail de la taille chaque hiver. Ensuite vient le moment du printemps où là, on commence à avoir du travail de désherbage, d'entretien du verger parce qu'on a de l'herbe entre les rangs. On a quelques traitements qui arrivent aussi à ce moment-là parce qu'on a quelques ravageurs comme la punaise et le balanéen qu'il faut traiter. Traitement contre l'anthracnose, c'est un petit champignon. Ensuite, l'été, irrigation. À partir de mi-juin, par exemple, on peut commencer à irriguer. Et puis, vient la récolte, en septembre. Voilà. Et ça repart. Pour un tour. Et ça repart. C'est quoi les inconvénients de cette production pour toi ? Mais pour l'instant, c'est que du fait que c'est tout nouveau pour nous, j'aurais dit l'organisation, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas forcément à voir un verger comme on aimerait l'avoir. Et aussi le fait que je suis quand même assez attirée par le bio, mais pas le bio pour avoir le label bio, mais plus dans le sens d'essayer toujours de faire en sorte de faire au mieux pour l'environnement, etc. Je sais qu'il y a des noisettes bio qui existent. Il y a des gens en France qui produisent de la noisette bio. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'aimerais tendre vers moins de traitements chimiques. Mais c'est un arbre fragile, non, de ce que j'ai vu. Alors il est rustique parce qu'il s'adapte à quand même des climats assez différents. Dans le sud-ouest, si on est amené quand même entre le Lot-et-Garonne ici, par exemple, ici c'est beaucoup plus humide. Il est rustique, mais il a des ravageurs. Ouais. Donc ça, pour le coup, il nous embête tous les ans. Et voilà, il mange, quoi, comme nous. Donc bien sûr, on essaie de protéger les noisettes pour qu'elles soient commercialisables à la fin de leur développement. Mais pour moi, ça serait l'inconvénient pour l'instant, ça serait ces traitements que j'aimerais essayer de réduire, peut-être. Oui, et puis ça se fait peut-être petit à petit, parce qu'au début, déjà, il faut faire la production du mieux possible, démarrer direct en bio ou sans traitement. Peut-être que ça aurait été aller droit dans le mur aussi, parce que ça doit rajouter de la technicité oui, puis c'est vrai au métier. On voit que les noisiers, quand ils sont petits, c'est compliqué pour eux d'avoir de la concurrence au pied, d'avoir de l'herbe au pied, c'est compliqué. Donc on traite, on désherbe. Ce qui me plaît paradoxalement, c'est que c'est des traitements qui sont plus localisés que sur des grandes cultures, c'est-à-dire qu'on a acheté du matériel qui fait qu'on ne traite que sur le rang, par exemple. Mais ils sont quand même là. Oui. Ok. Et après, il y a la question de l'eau, parce que j'ai vu que le noisetier se plaisait à avoir de l'eau plutôt de manière régulière et d'une certaine quantité quand même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, cette année, vous avez de la chance, parce que dans le sud-ouest et que dans le sud-ouest, j'ai l'impression on l'a allumé tard. C'est plutôt... il y a eu plutôt pas mal de pluie et compagnie. Oui. Mais est-ce que ça peut être un frein pour toi, ce recours à l'eau, et une menace pour la production ? Oui, ça me fait peur. Moi, en plus, je viens d'investir beaucoup, parce que jusqu'à présent, pour les céréales, on avait des pivots, des enrouleurs. Papa, il était équipé comme ça. Et là, pour la culture du noisetier, j'ai investi dans de la micro-aspersion. Donc, ça a nécessité de repenser le réseau, de renterrer des lignes, de tendre des tuyaux sur les arbres, de mettre des asperceurs. C'est beaucoup d'investissement, c'est du temps. Et je me dis, peut-être que dans 5 ans, je ne pourrais plus l'utiliser, en fait, ce matériel.
Tu as choisi la micro-aspersion parce que c'était aussi plus économe en eau que... Alors, c'était soit ça, soit le goutte à goutte enterré. L'avantage du goutte à goutte enterré, c'est qu'il n'y a pas d'évapotranspiration. Ouais. Oui, Exactement. mot qui compte double, ça. Mais la micro-aspersion, c'était aussi moins cher. Ouais. Que le goutte à goutte enterré. Et c'était moins cher. Et moi, j'ai préféré mettre les tuyaux dans les arbres parce que je les vois. Et que je vois les problèmes. S'il y a une fuite, je sais qu'elle est là. Ouais. Si c'est enterré, je ne sais pas si je vais la voir. Ouais. Et là, pour le coup, si t'attends que sur la facture d'eau, elle arrive et Exactement. tu dis, je crois que j'ai un problème. Même si, voilà, je sais que c'est du matériel qui est très performant. Et franchement, les gens qui l'ont fait en sont très satisfaits. Et puis, quand je vais voir un verger où il y a du goutte à goutte enterré, c'est super, c'est magnifique. Il n'y a pas de tuyaux dans les arbres, on voit rien. On se déplace à son aise dans le verger. Mais voilà, après c'est personnel, je me fais pas confiance sur du travail technique comme ça. Là, le tuyau est devant moi, s'il faut mettre un raccord, je sais le faire, ça je sais faire. Voilà. ça me va. Très bien. Et un autre truc, c'est la récolte. Oui. Comment ça se passe? J'ai vu qu'il fallait une machine qui coûtait assez cher. Ouais. Ça, tu as investi aussi? Ça peut être un des freins Alors oui, on a investi, mais à plusieurs. On a une CUMA, on a fait une CUMA avec tous les producteurs de noisettes du coin. On est 7 ou 8. Une CUMA, en gros, pour expliquer, mais c'est les agriculteurs qui se regroupent et qui achètent du matériel en commun. Et Exactement. du coup, après, chacun l'utilise quand il a besoin. Exactement. Si je schématise. Exactement. Et donc, c'est une machine qui coûte très cher et on a décidé de l'acheter à plusieurs. Donc, c'est super parce qu'après, on se débrouille. Quand quelqu'un a besoin de récolter, voilà, on dit que nous, on a besoin et puis on fait les plannings et on s'arrange. Voilà. Comment ça se passe? Ça secoue l'arbre? Alors non, on ramasse la noisette au sol. Ah, ok, Sur le d'accord. noisetier, on attend qu'elle tombe et une fois qu'elle est au sol, moi, je compare souvent cette machine à la machine qui nettoie les trottoirs en ville. Ok. C'est des balais qui brossent le sol et par un système d'aspiration, en gros, ça fait monter la noisette dans la machine. Très bien. Parfait. Bon, je pense qu'on est plutôt calé sur la partie production, là. Et maintenant, j'aimerais bien parler de la partie transfo. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, donc tu as ta marque qui s'appelle Noon. Oui. D'où vient le nom? C'est quoi les produits que tu commercialises? Et comment tu as mené tout ça? Parce qu'il y a toute une créa. Tu as bien fait t'as fait des études de marketing, du coup, tout s'explique, mais ça se voit sur les packaging et compagnie. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là? Oui, c'est vrai que ça s'est créé en parallèle du projet de plantation. Il a fallu penser ces deux aspects, la partie culture et la partie transfo, commercialisation. Donc, j'ai fait mes petites recettes chez moi. J'ai commencé par faire les purées de noisettes, que je préfère appeler purée de noisettes que pâte à tartiner, parce que je me rends compte que quand je parlais de pâte à tartiner, on s'attendait à un produit et mes produits en étaient très loin. Ils en étaient aux antipodes. Quand on parle de pâte à tartiner, on pense à Nutella, on pense à quelque chose de très lisse, de très sucré. Et moi, mes purées de noisettes, c'est tout le contraire. C'est granuleux. Il y a énormément de noisettes dans mes recettes. J'ai la purée de noisettes 100% noisettes, donc comme une purée d'oléagineux qu'on peut trouver, purée d'amandes, purée de noix de cajou, quoi qu'est-ce. J'ai la mielounette qui est miel noisette. Pareil, il y a toujours 60% de noisettes et du miel. Donc c'est toujours des recettes très simples parce que moi je dis tout le temps aux gens, je ne suis pas pâtissière. Moi j'aime bien, j'ai fait les produits comme j'aime les manger en fait. Voilà. Et après il y a celle au chocolat, donc 80% de noisettes, des éclats de noisettes, du cacao amer et du sucre complet. C'est celle-là qui me régale à moi. C'est comme ça que j'ai connu Manon, c'est parce que ma sœur m'achète des pots de pâte à tartiner, de purée de noisettes du coup, au chocolat de Manon à chaque fois qu'elle peut et que ça me régale. Et je confirme que c'est sûr que ça n'a rien à voir en termes de texture, etc., que le Nutella, pour pas le citer par exemple. Mais moi je le trouve, justement c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de noisettes et surtout il est moins sucré et j'ai moins envie de vider le pot d'un coup ce qui est quand même un avantage et c'est vrai qu'on sent que du coup c'est un produit qui est beaucoup plus naturel, on sent vraiment le goût de la noisette, le croquant aussi parce qu'il y a des gros morceaux de noisettes dedans, donc en tout cas moi je m'en régale.
J'avais une ligne directrice dans la création de mes produits, c'était que je voulais vraiment aller vers quelque chose de peu sucré, parce qu'il y a quelques années, j'ai été amenée à revoir un peu mon alimentation parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et donc, je cherchais des produits sur le marché qui étaient un peu naturels, sans ajouts d'exhausteurs de goût, de je ne sais quoi, de choses que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et voilà, on est vite limité, ou alors il faut commander sur Internet, sur des sites un peu spécialisés. Donc c'est vrai que c'était ma ligne directrice, c'était d'avoir des produits simples, voire peu sucrés, avec essentiellement des produits du coin. C'est pour ça que dans mes céréales, donc c'est l'autre produit que je réalise, c'est des granolas. En fait, c'est des flocons d'avoine et des oléagineux qui sont mélangés à de la compote et du miel que je fais cuire. Donc ça fait des petites céréales croustillantes. Pareil, j'en ferai jamais, par exemple, avec des noix de cajou, comme on parlait tout à l'heure. Parce que c'est très bon, les noix de cajou, mais voilà, il n'y en a pas ici. Donc voilà, c'était des produits avec peu de sucre et le plus possible des produits locaux. Très bien. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Si je prends l'exemple du coup de la purée de noisettes au chocolat, combien il coûte ton pot et combien de grammes il fait ? Moi, je le vends en tarif public à 5,90 et il fait 180 grammes. Ok. Et je voyais sur les sites de la grande distribution, le Nutella, le pot de 200 grammes, donc on n'est pas loin, il est vendu à 2 €, lui. Qu'est-ce qui fait la différence sur le prix ? Alors, hors, évidemment, économie d'échelle, standardisation de la prod, mais sur les ingrédients, qu'est-ce qui fait la différence sur le prix ? Bon, je pense que, outre le fait que ce soit de l'industrie qui fait des énormes, les quantités sont énormes de production. Il y a la composition qui fait que ça revient très peu cher, énormément de sucre, de matières grasses, c'est des choses qui coûtent peu dans l'agroalimentaire. Moi, c'est la noisette, c'est un oléagineux fruit à coque qui est un peu onéreux, de rien. Et du coup, tu n'utilises pas d'huile de palme, par exemple ? Non. Pas d'huile, pas d'ajout d'huile, il n'y a rien. C'est essentiellement, dans la salle au chocolat, c'est noisette, chocolat, sucre. Et c'est moins de 15% de sucre. Ouais. Ah oui, ok. Je peux en manger plus, je rigole. On va essayer de me tenir. Mais par contre, c'est ce qui fait le fait qu'il n'y ait pas d'huile de palme, qu'il y a moins ce côté pâte à tartiner, lisse. Oui. Déjà, il y a le matériel utilisé. Moi, j'ai un peu du matériel de cuisine. Bon, c'est du matériel de cuisine un peu cher et plus performant, mais ma purée de noisettes, elle sera jamais lisse avec le matériel dans lequel j'ai investi. Et je trouve que ça fait son charme. Maintenant que c'est comme ça, c'est vrai que... Parce que quoi, pour toi, au début, c'était un défaut ? Oui, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un problème ? Parce que maintenant, les gens sont habitués à de la pâte à tartiner très crémeuse, très lisse, qui colle pas aux dents. Et voilà, c'est sûr que c'est un avantage. Et... oui, je pensais au début que c'était un inconvénient. Et, par exemple, je pense que si un jour je sors une pâte à tartiner adressée aux enfants, plus sur du chocolat au lait, il ne faudra pas que ce soit comme ça. Ouais, il faudra que ce soit classique. Il faudra que ça ressemble à une pâte à tartiner du commerce. Mais est-ce que tu peux faire une pâte à tartiner du commerce en utilisant uniquement des produits locaux ou en tout cas sans trop d'impact sur l'environnement ? Je ne sais pas. T'as pas encore réussi. Je vais revenir l'année prochaine. J'ai fait quelques recettes pour l'instant de la pâte à tartiner au chocolat au lait qui me plaisent. Il faut que j'arrive à la lancer. Après, il y a toujours ce truc du chocolat. Hein. C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il est toujours bon de manger du chocolat Tu te fournis où sur le cacao du coup ? Dans une coopérative qui fait du commerce équitable dans le Gers, qui s'appelle Équicable. Je ne sais pas si on peut la citer. Si, bien sûr. Voilà. Et pour le sucre complet aussi, je me fournis chez eux. Sucre complet de canne. Ok. Ce qui fait tout cet aspect équitable aussi, que ça fait une différence sur le prix à la fin. On n'a rien sans rien, quoi. Bien sûr, j'ai fait le choix de choisir des produits de qualité, local, de partir sur de l'oléagineux qui coûte très cher. C'est sûr, c'est des produits, les produits que je transforme coûtent cher, donc le pot à la fin il est plus cher qu'un produit industriel.
Mais c'est pas la même qualité, effectivement. Et toi, tu trouves aujourd'hui un équilibre financier? Tu nous as dit que tu avais un job salarié. Rapidement, Oui. tu peux nous raconter comment tu as mené ta barque jusqu'à présent et où tu en es maintenant là-dessus? Donc à la sortie de mes études, j'ai signé dans une entreprise agroalimentaire. J'étais à temps plein. Voilà, donc je me suis installée sur la ferme à peu près en même temps. L'année qui a suivi, c'était du boulot. La journée, je travaillais sur mon activité salariée. Le soir, le week-end, on était ici sur la ferme pour bosser aux noisetiers, mener la commercialisation à côté de ça aussi. Il a fallu que je prenne des jours de congé pour aller dans le labo que je louais, faire mes premières productions. Et puis voilà, j'allais livrer le week-end mes premières épiceries. Quand je me suis lancée, j'ai même fait des commandes. Les particuliers me passaient commande et j'allais les livrer parce que c'était en période Covid. Donc j'allais les livrer chez eux quand c'était à moins de 30 km. C'était juste avant Noël. T'étais quand même déterminée Oui, j'étais déterminée. Ça a payé parce que j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Mimosa qui a été un succès. Ça m'a permis d'avoir un peu de trésorerie pour commencer. 10 000 euros, j'ai vu, 9 700. Oui, d'acheter tout ce qu'il y a à acheter quand on se lance aussi, les pots, les matières premières. Donc ça a aidé quand même à se lancer. J'ai pu me lancer sans faire de prêt. Donc c'est un avantage. Ouais, j'étais déterminée. J'ai gagné un concours chez Carrefour. Carrefour m'avait sélectionnée parmi... je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait comme concours, mais bon, j'avais gagné un peu de sous. Donc voilà, ça met du beurre dans les épinards. J'étais super contente. C'est là que je me suis acheté un four, d'ailleurs, le four qui est dans mon labo avec. Et voilà, donc je suis restée à temps plein sur mon activité salariée pendant quelques années. Plus de 3 ans. Après ça, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu un congé maternité assez long puisque j'ai eu des jumelles. Donc, le congé maternité est un peu long. Voilà, le congé, j'ai essayé de me prendre quelques mois ici sur la ferme, mais mine de rien, on n'a pas droit à grand-chose. Et puis, les prêts que j'avais contractés continuaient de se débiter tous les mois. Donc, il fallait quand même que je ramène des sous pour payer les charges. Donc, tu pouvais pas t'arrêter. J'ai pas arrêté la transformation. Je l'ai arrêté assez tard et je l'ai repris quand les petites avaient 3 ou 4 mois. C'est pendant ce congé mat que j'ai fait mon labo à la maison, donc j'ai pu suivre un peu les travaux. Je remercie tous les gens qui y ont travaillé parce que ça a été beaucoup de la famille, bien sûr. Donc, Mais du coup, là, tu soulignes quand même une vraie difficulté quand on est femme agricultrice, c'est que tu as quand même dû déjà travailler pendant longtemps pendant ton congé mat, alors que les salariés classiques, c'est récup. Et après, tu as dû t'as dû accepter de ne pas rentrer d'argent sur ton exploitation avec tout le stress peut-être que ça inclut et tout pendant quelques mois. Oui, alors qui plus est, il y a quelque chose d'assez particulier à la MSA, c'est que quand on est agriculteur mais qu'on est double actif, on est considéré comme agriculteur à titre secondaire. Et donc on cotise à titre secondaire et on n'a pas les mêmes droits qu'un agriculteur à titre principal. Déjà, je crois que les agricultrices, là, il a fallu attendre 2019 d'avoir le droit à un congé mat. C'est très récent d'avoir droit à un congé maternité pour les agricultrices. Et j'en profite aussi, la MSA, c'est la mutuelle sociale agricole, donc c'est comme la sécurité sociale, mais pour les agriculteurs, parce que vous faites rien comme les autres. Exactement. Et non, du coup, tu étais agricultrice à titre secondaire. Je suis et donc, du coup, tu n'as pas eu tant d'aide financière que ça de votre sécu. Non, mais du coup, heureusement, j'étais très contente d'être salariée parce que... Oui, pour le coup, tu avais le congé mat de salarié. C'est facile, entre guillemets, quand on est salarié, d'être enceinte. Enfin, on a le congé maternité, ça tombe un peu du ciel. C'est génial. C'est vrai que du côté de l'entreprise agricole, j'ai pas eu ça. Donc, il a fallu que je mette un peu de sous de côté pour pouvoir gérer les quelques mois où j'allais pas bosser. Et puis, il a fallu reprendre peut-être...
aussi un peu avant que je l'aurais voulu peut-être, parce que bon, avoir un enfant, c'est pas facile. Avoir 2 enfants, il faut gérer aussi. Mais voilà, on a fait. Il y a eu un côté sacrifice. Oui. Après, je pense que de toute façon, chaque femme qui reprend son travail après un accouchement, c'est toujours particulier. Mais quand on est un peu obligé parce qu'il n'y a pas d'aide, bon, il a fallu le faire. J'ai pas réfléchi, je l'ai fait et puis maintenant c'est passé. J'en suis très contente, j'ai pas de regrets. Mais bon, ça serait peut-être à revoir. Parce que c'est vrai que, en plus, ce qui est paradoxal, c'est que quand on est double actif, comme l'est mon père ou comme je le suis moi, c'est pas par choix non plus, c'est parce que on gagne pas d'argent sur notre activité agricole. Donc, d'être considéré comme pas vraiment un agriculteur parce qu'on a un autre métier, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est un peu dur. C'est particulier. Mais c'est comme ça. Voilà. Il faut faire avec. Et du coup, au retour de ton congé mat, tu as gardé ton job salarié à temps plein ou c'est à ce moment-là que tu es passé à mi-temps Oui, voilà. J'ai repris à mi-temps après mon congé maternité sur mon activité salariée. Donc, ça a été une autre étape parce que j'ai retrouvé un peu de temps. J'ai trouvé un peu de temps à consacrer à l'entreprise agricole puisque j'avais la moitié de la semaine en plus. Ça a été un soulagement parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour recommencer à travailler comme je travaillais avant, avec les petites 2 enfants en plus. Donc ça a été un soulagement. C'est particulier parce que mon travail salarié, je l'appréciais. Mais il fallait le faire. Et puis après, de pouvoir accorder plus de temps à son projet de cœur, c'est aussi satisfaisant. Ouais. Donc, très contente. Je suis restée comme ça pendant 1 an. Je suis restée 1 an à temps partiel sur mon activité salariée. Et au 1er juillet de cette année, j'ai décidé d'arrêter mon activité salariée. Et donc, je suis un grand bain. Voilà, je suis sur l'entreprise agricole à 100%. Très bien. Et alors, c'est le stress et tu as eu une rupture conventionnelle quand même avec ton job salarié? Oui, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc ça me permet d'avoir le chômage et de pouvoir partir plus sereinement. Je ne l'aurais pas fait, je pense que je ne serais pas partie de mon activité salariée encore si je n'avais pas eu cette opportunité. Donc là, voilà, je suis sereine pour 1 an et demi. Après, on verra. Mais même si un jour il faut repartir travailler à l'extérieur, je le ferai parce que ça ne me déplaît pas. À voir comment j'arrive après à m'organiser sur l'exploitation. Mais je sais qu'il y a des moments dans l'année qui seront quand même peut-être plus calmes et où ça sera possible, si j'ai besoin d'aller travailler à l'extérieur, de le faire. J'espère pas parce que mon but c'est quand même d'être ici à 100% et de pouvoir vivre de mon projet. Mais je me ferme pas de porte, j'ai pas envie de me mettre la pression. Il n'y a pas de schéma à suivre, tout est possible. Et puis je suis sûre que quand on est confronté à des problèmes, on trouve toujours des solutions. Donc voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait sur ce côté-là. J'espère pouvoir rester à 100% sur l'exploitation. Mais si un jour il faut avoir 2 boulots, je le ferai. Je l'ai déjà fait. J'ai vu mon père toute sa vie presque le faire. C'est possible, c'est compliqué parfois, mais on verra. Ça serait quoi les freins pour que tu puisses rester à temps plein sur l'exploitation pour toi? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait ne pas marcher? L'incertitude de la rentabilité de mon projet, parce qu'on a beau faire tous les calculs de la terre et se projeter. Le fichier Excel. Exactement. Voilà, on ne sait jamais. Déjà, quand on voit que une production, de toute façon, ça peut être tellement aléatoire d'année en année en fonction de la météo, de plein de choses. On ne maîtrise pas. De la demande des consommateurs aussi. De la demande des consommateurs. Alors oui, l'activité de transformation, c'est encore autre chose parce que avec la conjoncture actuelle, vraiment, j'arrive même pas à me projeter. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de penser que tout le monde peut se permettre de s'acheter des produits de qualité, des produits locaux, mais c'est faux.
Ça coûte cher d'acheter local, ça coûte cher d'acheter de l'artisanal, et je le sais. Donc, que chacun fasse comme il peut, c'est déjà super. Et c'est sûr que sur cette partie-là de l'activité, j'arrive pas à me projeter. Oui, parce qu'en fait, c'est particulier. Tu t'es lancé pendant le Covid. Oui. Donc, ça a eu un boom de demande direct. Oui. Et ensuite, cette croissance, elle ne s'est pas soutenue dans le temps, parce que là, il y avait le contexte inflationniste et compagnie, comme tous les gens qui font de la vente aux consommateurs et tous les produits agricoles globalement. On connaît les difficultés qu'ont eu les éleveurs laitiers bio, par exemple, etc. Il y a une baisse de la demande de toute cette partie haut de gamme, entre guillemets, quoi. En tout cas local, bio. Ça, tu l'as ressenti, toi? Je le ressens, et puis je suis amenée à une problématique qui est que quand je me suis lancée il y a 3 ans, mes prix d'achat étaient encore corrects, ils étaient ce qu'ils étaient. Maintenant, 3 ans plus tard, tout a augmenté. C'est une catastrophe. Et moi, je ne peux pas répercuter ça sur mes prix de vente. Je ne peux pas me permettre de vendre aux gens un pot à 8,50 €. Ce n'est pas mon but. Je ne veux pas faire des produits haut de gamme. Je veux faire des produits que tout le monde peut s'acheter, des produits que tout le monde peut goûter. Et c'est le consommateur, il faut qu'il ait en tête ces efforts-là. Moi, j'ai réduit ma marge. Clairement, ma marge, elle est minime. C'est un choix que j'ai fait parce que je crois en l'avenir. Je me dis, ça va s'améliorer, je ne sais pas. Je fais le dos rond maintenant et pour plus tard. T'investis en gros, au final. J'essaie de garder ma clientèle comme ça. Ta clientèle, c'est qui? C'est les consommateurs en direct ou c'est des professionnels? Oui, à 90%, je dirais que c'est des professionnels, des épiceries, des magasins de vrac, magasins locaux. Et 10% de clientèle particulier sur les quelques marchés que je fais, les marchés de Noël. Mais maintenant que je suis à 100% sur l'activité, j'aimerais développer quand même cette partie-là, cette clientèle particulière, donc aller plus sur les marchés. Voilà, je me suis renseignée sur quelques marchés du coin que je pourrais commencer en septembre. Donc peut-être développer un petit peu cette partie. Très bien, super. Bon, écoute, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de t'être installée agricultrice? De ne pas avoir baissé les bras, je pense, parce qu'il y a eu plein d'étapes dans le lancement et même maintenant, et tous les jours qui font que des fois je me remets en question. Quand j'ai voulu me lancer, il y a eu plein de moments où j'aurais pu tout arrêter parce que beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de papiers à faire, beaucoup de choses à penser. Beaucoup d'inconnus. Il y a de l'inconnu. Et j'ai pas baissé les bras. Sur ça, c'est vrai que je suis fière. Je suis fière de moi et de mon entourage aussi, qui m'a beaucoup aidée. Je pense que ça a été très important d'avoir des gens qui croyaient dans mon projet autant que moi. Et donc je suis fière de ne pas avoir baissé les bras, je pense. Ta sœur, c'est une option qu'elle s'installe au départ à la retraite de ton père, ou comment vous voyez le truc? Je crois pas, mais peut-être si elle écoute ce podcast, tu veux lui faire un appel? Peut-être qu'elle pourra me dire si ça l'intéresse, mais je crois pas. Là, elle s'est bien installée à Bordeaux, donc pas pour l'instant à mon avis. Ça marche. Mais on a un projet ensemble qui devrait, dont on devrait parler en fin d'année. Qui serait un peu différent, qui serait pas du tout dans l'agroalimentaire, mais qui serait un projet quand même sur la ferme. Donc voilà, elle sera quand même un petit peu dans les barrages. Eh ben, on suivra ça pour avoir les infos au moment venu. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis? Oui, on peut essayer de faire deviner l'autre nom du noisetier, puisque on peut aussi l'appeler le coudrier. Le coudrier. Exactement. Très bien. C'est pour ça que tu l'as choisi, parce que tu habites à Coudure. Hein. Oui, très bon jeu de mots. Merci. Et dernière question, où c'est qu'on peut suivre ton actualité, commander tes produits? Est-ce que c'est possible en ligne? Est-ce que tu peux nous donner toutes les infos? Oui, on peut me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, et si on habite un peu loin de la région,
on peut commander sur ma page Etsy. Pour l'instant, j'ai pas de site internet. J'ai une petite page sur Etsy où on peut commander des produits. J'ai quelques commandes. Ça marche Etsy, hyper bien. c'est E-T-S-Y, c'est ça? Exactement. Et pour mes produits, sinon, dans les magasins partenaires avec qui je travaille. Très bien. Et les réseaux sociaux, c'est Noun La Noisette. Noun la Noisette. Noun, Exactement. N-O-U-N. Tout à fait. Très bien. Et bien écoute, merci beaucoup pour tout ton temps. Nous a partagé ton parcours. C'était super intéressant. Et je sais pas si tu as des points en stock, mais je vais pas repartir à vide. Parfait. Bon, ben merci encore et bonne soirée. Salut. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.